Alors, bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle du décollage de la fusée Soyouz qui a amené David Saint-Jacques en orbite autour de la Terre. Et pour en parler, j'ai avec moi mon invité, Marie-Michelle Limoges. Bonjour. Bonjour. Donc, Marie-Michelle, vous êtes responsable du contenu scientifique au Cosmodome et vous êtes aussi docteur en astrophysique. Oui. Là, j'aimerais que vous me parliez un peu, c'est quoi cette mission-là dont tout le monde parle? Bon, David Saint-Jacques s'est envolé pour 6 mois et demi. Donc, il va rester jusqu'en juin 2019 pour la Station spatiale internationale. Alors, c'est un des 3 astronautes qui va faire partie d'une mission à longue durée dans la Station spatiale internationale. Et il va, entre autres, étudier les effets de la pesanteur sur le corps humain. OK, donc lui aussi qui a un parcours assez spectaculaire. Hein? On Oui. sait qu'il est médecin aussi également. Donc, c'est pour ça, j'imagine que ça faisait de lui un bon candidat. Il s'entraîne depuis très longtemps Il s'entraîne également. depuis 10 ans. Et puis 2 ans spécifiquement pour cette mission-là, où il a appris à piloter le vaisseau Soyouz parce qu'il était copilote du vaisseau Soyouz. Donc, il a appris ça spécifiquement dans les 2 dernières années. Et puis oui, il va agir comme médecin à bord, bien sûr, donc prendre soin du bien-être de ses coéquipiers. Il va aussi faire des expériences sur le corps humain en apesanteur, en particulier des expériences sur la désorientation, puis aussi des expériences sur la télémédecine. Donc, lui, il a été médecin dans les régions éloignées, dans le Grand Nord. Et puis, il connaît très bien ça, le fait de faire de la médecine à distance. Donc, il va participer à une série d'expériences là-dessus. Le Canada qui a développé une espèce de petite trousse d'analyse, entre autres, pour faire des analyses à distance. Puis aussi, une espèce de capteur pour le corps humain, mais qui est tout comme un gilet de sport. Puis donc, qui est plus facile à porter, puis qui permet aussi d'avoir les signes vitaux à distance. Wow, ça va être génial de voir ça. Mais je me demandais aussi, moi, ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est toute cette histoire de la conquête de Mars, notamment par Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui en parle beaucoup. Et je me demandais, est-ce que la conquête de Mars, c'est la prochaine grande réalisation pour l'humanité? Oui, en fait, avant, on parle beaucoup de retourner vers la Lune. Et puis, la Lune, ça va comme être le tremplin vers Mars. On parle aussi d'aller faire une mission habitée sur un astéroïde. Entre autres, David Saint-Jacques qui a fait une mission pour se préparer à ça dans le cadre de son entraînement d'astronaute, là, où il était dans l'eau, dans les profondeurs. Et puis donc, avec SpaceX, une fois qu'ils vont avoir livré leur module habité pour amener des astronautes américains dans l'espace, on vise 2019 pour le premier vol, ils veulent amener des touristes en orbite autour de la Lune. Donc ça, c'est avoué, ils veulent le faire. Et puis ensuite, ils visent une première mission inhabitée en 2022 sur Mars et ensuite une mission habitée en 2023 sur la planète Mars. Mais moi, je me demandais, est-ce que c'est trop optimiste de penser à ça dans un futur qui est très récent, très proche? Bien, c'est un peu optimiste. Vous savez, il y a toujours des délais. Donc, déjà, pour le premier vol habité de SpaceX pour emmener des astronautes américains en orbite, il y a des retards. Donc, je crois qu'il y aura des petits délais, mais l'ordre de grandeur est bon. Donc, on y va, puis ça va se faire bientôt. Là. Ça, je pense que c'est optimiste, mais là, exactement quelle date, je sais pas. Ça risque de changer un peu. Oui, il faut prendre le temps de bien tester les vaisseaux. C'est d'humains dont on parle ici. Oui, là. oui, bien sûr. Et je me demandais aussi, qu'est-ce qui fait que la planète Mars est aussi convoitée, justement, pour aller l'habiter, pour aller la visiter comme ça? Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller. Mars en est un. Les planètes rocheuses, il y a Mercure qui est très chaude, Vénus qui est beaucoup trop chaude, il y a la Lune où on est allé et où on veut retourner. Puis il reste Mars. Donc, Mars n'est pas très loin de nous. Et puis, le climat pourrait être habitable. Il fait environ moins 60, donc ça pourrait être habitable. On cherche la vie aussi, hein? On sait qu'il y a eu des océans liquides sur Mars. On trouve de la glace d'eau sur Mars. Et puis là, on pense qu'il pourrait même avoir un immense lac sous une couche de glace. Donc, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, on recherche la vie. On veut y aller. Et puis, ça serait le premier but des expéditions humaines. Puis aussi, pour explorer, comme on a exploré la Lune, là, pousser plus loin. Ouais. Qu'on se dit que ça peut être justement pour les touristes éventuellement. Puis justement, je me demandais, vous qui êtes astrophysicienne, est-ce que c'est un rêve pour vous d'aller dans l'espace un jour? Pas tellement, non. Non? Je connais beaucoup de mes collègues astrophysiciens, astrophysiciennes qui veulent être astronautes, qui ont fait partie du processus de recrutement ou que ça serait un rêve. Moi, non. Personnellement, non. Moi, les astronautes, je les admire pour leur courage, leur détermination. Je suis vraiment fascinée par ça, mais moi, ma place, elle est sur Terre, à expliquer comment ça se passe, l'espace. Là. OK. Ouais. Puis je me disais aussi, vous faites des camps de jour au Cosmodome. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement en quoi ça consiste et surtout, qu'est-ce que vous voulez apprendre aux jeunes
viennent vous voir? On offre des camps de jour pendant la semaine de relâche et puis pendant les 9 semaines de l'été. Et puis, il y a toujours un camp de jour qui est plus actif entraînement d'astronautes. Et donc, cette année, c'est le camp de jour, c'est la thématique, ça s'appelle Sur les traces de David Saint-Jacques. Et donc, pour la semaine de relâche, David Saint-Jacques sera dans l'espace. Et donc, on va en parler beaucoup. On va parler de son parcours, comment on devient astronaute, c'est qui David Saint-Jacques en tant que tel, c'est quoi sa mission. Puis, on va réaliser des expériences scientifiques, tout comme lui va en faire dans l'espace. Puis, on va faire nos simulateurs d'entraînement d'astronautes. Oui, je voyais que c'était pour les jeunes jusqu'à 15 ans environ. Moi, j'étais un peu jalouse, j'aurais voulu faire ça. Je me demandais sinon, qu'est-ce qui est à suivre en 2019, que vous pourriez nous dire ça? Vraiment, il faut suivre ça. L'actualité scientifique, ouais. David Saint-Jacques. Ensuite, il y a la sonde InSight qui vient d'atterrir sur Mars fin novembre 2018, donc qui étudie tout l'intérieur de Mars, activité sismologique pour étudier les débuts des planètes rocheuses comme la nôtre. Il y a aussi la mission Osiris-Rex, qui est à l'astéroïde Bennu, qui est arrivé en même temps que David Saint-Jacques est arrivé dans l'espace. Ça lui vole un peu la vedette. Oui, puis ça, c'est une mission où on veut rapporter un morceau d'astéroïde, et puis le Canada en fait partie. Fait partie de ceux ils vont cartographier l'astéroïde en 3D. Donc ça, c'est à suivre. Et qu'est-ce que ça fait, ça, pour en quoi c'est une bonne chose de cartographier ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Les astéroïdes, c'est des morceaux de planètes pas formés. C'est comme un retour dans le temps au début du système solaire. C'est des morceaux de planètes qui n'ont pas servi, donc ils sont originels. Et puis, on va envoyer des humains là-bas pour en prendre des morceaux pour les explorer. C'est un voyage dans le temps. Donc, la première étape, c'est d'envoyer un robot, en rapporter un petit bout avant d'envoyer des humains. Puis les cartographier, ça va nous permettre de mieux les connaître, comme si on y était. Est-ce qu'on a une idée de ça fait combien de temps, quel âge on leur donne à ces astéroïdes-là? À peu près 4,5 milliards d'années, l'âge du système solaire. Wow. Ouais, donc, c'est des roches. Ici, sur Terre, il y a le vent, l'eau, la vie, l'érosion. Donc, trouver des roches vieilles comme ça, c'est très rare. Donc, aller étudier les astéroïdes, c'est une chance inouïe, là, géologiquement puis astronomiquement. Et je me demandais également aussi, avec toutes les... On parle de fusées réutilisables. Pourquoi ça va être un grand pas pour tout le domaine, justement, de l'espace? Pourquoi on a besoin de ces fusées-là? Vous savez, Elon Musk dit, le président fondateur de SpaceX, dit on ne pourrait pas voler en avion s'il fallait l'acheter à chaque fois. Ça coûterait trop cher. Et là, c'est la même chose. On jette les fusées à chaque fois. Donc, c'est pour ça que l'exploration spatiale coûte si cher. Et donc, de faire les fusées plus fiables et de pouvoir les réutiliser, ça va permettre d'augmenter le nombre de lancements et de faciliter l'exploration spatiale. Et justement, peut-être la facilité avec avec nous qui veulent peut-être éventuellement aller. Mais ça va coûter très cher, par contre, un voyage dans l'espace, j'imagine. Est-ce qu'on sait... Ça va coûter extrêmement cher. Je ne sais pas l'ordre de grandeur. Donc là, on est à réutiliser le premier étage. On est à les faire réatterrir. Ensuite de ça, les boosters, les petites fusées d'appoint, les faire réatterrir. Et là, SpaceX travaille à récupérer ce qui ferme un peu, ce qui est la coiffe, là, ce qui ferme la charge utile, récupérer ces pales-là qui coûtent des millions de dollars chaque. C'est ça qu'ils essaient de récupérer. Donc, ça va très vite là, en ce moment, l'évolution des fusées réutilisables. Bon, bien, on souhaite au plus de gens possible de pouvoir s'y rendre un jour, moi y compris.